Salut à toi, du coup là on va faire une interview de deux entrepreneurs. Du coup je vous laisse vous présenter. Bonjour, Benoît Palabre, je suis entrepreneur, je suis cofondateur de Noc du coup. Noc que je fonde avec Alexandre qui est juste à côté de moi. Et je pense qu'on va vous en parler un peu plus en détail durant l'interview, donc ça sert à rien que je présente tout maintenant. Oui, ok. Ok, du coup, moi c'est Alex, comme l'a très bien dit Benoît, aussi cofondateur de Noc. Moi je m'occupe de toute la partie business et encore une fois, je suppose qu'on va beaucoup parler de Noc, on va parler de ce qu'on fait, donc on présentera ça plus tard. Vas-y. Alors du coup, comment vous est venue l'idée de faire justement cette start-up Alors du coup Noc en fait c'est né il y a 1 an et demi, on était au restaurant avec un ami qui a un peu plus d'expérience dans le milieu, qui a entre 40 et 50 ans et qui a déjà vendu et acheté donc des biens immobiliers, et il s'est rendu compte que c'était une vraie galère. Donc du coup il nous a exposé cette souffrance qu'il a rencontrée quand il vendait et quand il achetait ses biens immobiliers. Par exemple quand quelqu'un vient faire une visite mais qu'au final il vient juste pour regarder comment est la maison et qu'au final il veut pas du tout acheter. Et du coup il nous a dit que ce serait bien de filtrer un peu tous ces curieux qui viennent juste pour voir, et donc c'est là qu'est née l'idée de Noc. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alexandre? Non, absolument pas. Là-dessus, exhaustif. Ouais. Alors du coup j'ai une autre question. Pourquoi avoir choisi de collaborer ensemble et du coup de travailler ensemble en équipe? Totalement par défaut, donc ouais. Alors comment c'est venu? En fait on s'est rencontrés dans le cadre de nos anciennes boîtes respectives. En fait nos deux boîtes étaient partenaires. On a discuté de ce qu'on pouvait faire ensemble en termes de collaboration. À la base Noc était un projet de la première boîte de Ben. Et moi j'étais consultant et je travaillais donc avec la première boîte de Ben en tant que partenaire. Et on s'est posé autour d'une table, ils m'ont demandé mon aide à certains niveaux, et au final on a décidé de séparer Noc, le projet Noc, de la première boîte de Ben et d'en faire une boîte à part. Moi j'avais fini mon stage à l'époque et on s'est lancé du coup sur le projet Noc à 100% du temps, voilà. Et on a chacun donc lâché nos boîtes précédentes. Quitté plutôt. Voilà, c'est très bien. Et du coup, vous êtes avec aussi un développeur et... Ouais, yes. Oui, vous êtes combien dans votre équipe du coup? Ouais, l'équipe. Alors du coup aujourd'hui dans l'équipe on est 5 fondateurs, donc on a donc 2 qui sommes ici, mais on a surtout donc 2 ingénieurs qui sont développeurs web, donc Thibaut et Juliane, qui eux sont vraiment des développeurs web qui font la solution qui sera visible pour le client. Et on a aussi un docteur en intelligence artificielle, Philippe, qui lui travaille sur toute la partie justement cerner les attentes d'un client et donc être capable de lui suggérer les biens qui lui correspondent. Il faudra peut-être qu'on détaille d'ailleurs un peu plus le projet, parce qu'on n'a pas encore présenté vraiment le concept. Il y a peut-être une question qui vient là-dessus, non? Le concept? Oui, mais c'était un peu... On peut la poser maintenant? Ouais. En gros c'était... Vas-y. Micro. Ouais. Tu veux poser Ah la oui, question? ok. Pourquoi avoir choisi du coup de se spécialiser sur l'intelligence artificielle, ouais. Ok, d'accord. Vous démarquez, quoi. Ouais, pour le concept. c'est pas tout à fait le... Ouais, vas-y. Mais on va réussir à filer le truc. Alors, l'intelligence artificielle, déjà, on veut la poser dans un cadre, donc l'immobilier, qui est un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, une recherche immobilière, quand on va la faire, on va sur Le Bon Coin, on va sur des sites où il y a des grandes listes de 50 000 biens qu'on va devoir éplucher un par un. Et du coup, Noc, on est parti de ce constat-là pour faire donc Noc, l'assistant immobilier, l'assistant virtuel, qui trouve pour vous le bien immobilier idéal. Et donc l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, elle va vous poser des questions via une interface web, vous allez y répondre, et en fonction de ces réponses, on va donc vous suggérer les 3 solutions de logement qui vous correspondent le mieux. Donc qui correspondent à votre style de vie et à votre recherche immobilière. Mais on veut vraiment mettre l'accent sur le style de vie. Peut-être qu'Alex a un peu plus de choses à dire à ce moment-là. En fait, globalement, si on voulait résumer, l'idée c'est vraiment de casser les codes traditionnels de l'immobilier sur Internet. Aujourd'hui, l'immobilier sur Internet, c'est, comme l'a très bien dit Benoît, une liste. Nous, c'est l'inverse. On part vraiment de votre besoin. Notre point de départ, c'est le client. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. C'est celui qui cherche sa maison, et on remet vraiment toute son expérience au centre de la recherche immobilière. Et tout, donc, comme l'a très bien aussi dit Benoît, le style de vie, les critères objectifs bien entendu, et plein d'autres critères qui reposent beaucoup sur du calcul, comme par exemple combien de temps j'ai envie de mettre le matin pour aller au boulot. Et ça c'est un critère qu'on prend en compte. Ok. Du coup c'est un peu du sur-mesure. Enfin,
Exactement. L'idée avec Nock, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Et c'est pour ça, là, on retombe un peu sur ce que tu disais sur l'intelligence artificielle. Avec une techno classique, on fait du pour tout le monde, et il y a une solution, elle s'adapte et tout le monde doit s'adapter à ça. L'idée avec Nock, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut s'adapter à chaque client comme s'il était unique. Ce qu'il est, voilà, chaque client unique c'est comme s'il avait un agent immobilier dans sa poche en permanence, qui prenne en compte ce qu'il aime, ce qu'il veut, son budget, tout ce genre de choses. Et c'est différent pour chaque personne. Chaque personne se sera adaptée en fonction du profil exact de la personne. C'est ça en fait le gros point positif de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule techno qui permet d'arriver à faire ça. Ouais, c'est pointu quoi. Exactement. C'est un peu aussi l'avenir du coup. Oui, enfin, nous on est carrément convaincus que c'est l'avenir de tous les, pas que de l'immobilier, hein, de tous les business. Ouais. De tous les business, dans les 3 à 5 ans à venir, on va voir arriver à mon avis, des dizaines et des dizaines d'applications basées sur l'intelligence artificielle qui vont complètement révolutionner les secteurs dans lesquels elles vont arriver. D'ailleurs, on peut le voir avec l'intelligence artificielle, c'est grâce à ça qu'on peut faire des voitures qui se conduisent toutes seules. Tesla, typiquement, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'ils sont en train de faire. Google est en train de faire plein de belles choses dessus, et notamment avec AlphaGo. Enfin bon, bref, je pense que vous connaissez tous ces concepts, et il y a beaucoup d'applications qui vont arriver dans la vie de tous les jours, et on va vraiment avoir l'intelligence artificielle comme aujourd'hui on utilise une appli ou un site web sans même se poser de questions. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'immobilier, le fait de créer justement une start-up? Ouais, du coup, pourquoi vous avez choisi ce... Ouais, pourquoi l'immobilier? C'est juste pour le problème ou... J'ai un truc, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier et l'intelligence artificielle, c'est vraiment le côté, plus que immobilier, c'est vraiment le côté habitat. C'était le fait que pour moi, c'est un sujet important. Quand on s'attaque à une start-up, il faut un sujet qui nous tienne à cœur et un sujet qui soit important pour un nombre assez grand de personnes quand même. Et là, tout le monde cherche à habiter. Je veux dire, ça touche 100% des êtres humains, ou 99,9%. Voilà. Tout le monde, normalement, cherche à habiter. Et donc, on voulait vraiment une solution qui aide un grand nombre de gens et qui, après, dans le développement de la boîte à long terme, permette de révolutionner ça et de révolutionner la manière dont on habite. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce sujet-là. Et en plus de ça, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on adore la technologie. Et donc, l'intelligence artificielle, c'était hyper excitant de travailler sur une techno aussi pointue. Voilà. Juste une question. Ouais. Est-ce que du coup vous avez des problèmes personnellement? Est-ce que vous avez des problèmes personnellement, genre au niveau de l'immobilier? Parce que je sais que par exemple le créateur de Blablacar ou des personnes comme ça, ils ont des problèmes, ils sont partis de leurs propres problèmes, et voilà. Ou des amis à vous? Bah oui, du coup, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'il y a 1 an et demi, on a mangé avec quelqu'un qui a rencontré les problèmes de la vente et de l'achat immobilier, mais il y a juste à aller là avec la centaine de personnes qui est autour, même pas une centaine, mais avec toutes les personnes qui est autour de nous. Je pense que tu poses la question à 10 d'entre elles, il y en a 8 qui vont dire qu'elles ont galéré à trouver un bien, un logement, au moins dans les 6 derniers mois. Oui, la semaine dernière, on a donné une présentation dans un working café, et du coup, on a commencé notre présentation par la question: qui a déjà galéré à trouver une location ou un bien immobilier? Tout le monde a levé la main. Et je sais pas, il y avait 30, 35, 40 personnes dans la salle. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est des problèmes qu'on a rencontrés, qu'on rencontre tous les jours. Ouais. Après, s'il faut répondre stricto sensu à la question, moi j'ai déjà rencontré s'il faut répondre stricto sensu à la question, j'ai déjà rencontré des problèmes pour trouver un logement, et une fois que j'étais dans le logement, pour réussir à l'habiter correctement, on va dire. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Du coup, Et au niveau du fait de créer une start-up, une application, c'est quoi qui vous passionne là-dessus? Je crois qu'elle a fini la question. Oui, c'est bon. Ce qui est passionnant avec ça, c'est qu'en fait, t'as pas de routine, t'as jamais de routine qui se met en place. Ce qui est bien, c'est que tous les jours, tu vas rencontrer quelqu'un. Par exemple, pendant 6 mois, c'est ce qu'on a fait. On a juste été présenter le business, l'idée, le concept à plein de gens. On en a parlé un maximum autour de nous. Et en fait, à chaque fois qu'on allait le présenter, il y avait une question qui tombait, qui nous bloquait un peu. Et donc, du coup, il fallait repenser tout le business model, toute la façon dont on a construit la solution dans nos têtes. Fallait le repenser, fallait le refaire. Et donc, c'est hyper intéressant, parce qu'il faut être hyper ouvert d'esprit, entre guillemets, parce qu'il faut être capable de prendre en gros des grosses claques, ce qu'on a appris plusieurs fois, et de carrément recommencer à zéro plusieurs fois. Et c'est ça qui est vraiment bien dans les startups, c'est toujours découvrir, quoi. On apprend tous les jours. Il y a aussi une phase créative. Si vous êtes quelqu'un de créatif, moi je sais que j'ai
toujours voulu bosser dans une industrie, on va dire, créative. Et donc là, les techs, c'est le mieux pour ça. Vous pouvez, grâce à un logiciel, grâce à une appli, à ce que vous voulez en fait, vous pouvez avoir un impact sur énormément de gens, un impact hyper bénéfique. Nous, c'est ce qu'on essaie d'avoir avec Knock pour faciliter la recherche à tout le monde. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler dans ce genre d'industrie créative qui résolve des problèmes de la vie de tous les jours. Et donc rien que ça, c'est une bénédiction en soi. Du coup, vous avez parlé de business plan, du coup, parce que vous avez dû le remodeler, mais c'est quoi exactement votre business plan? Comment il s'est construit? Ouais. À expliquer, je sais pas. Business model, tu veux dire? Ouais. Business model. Comme on gagne de l'argent, globalement. Ouais. Donc, non, il n'y a aucun souci. Donc, notre business model, il est très simple. On prend 1% de la commission du partenaire qui vend le bien. 1% c'est tout? Ouais, exactement. On vise pas. De la commission en plus. Donc, En gros. c'est-à-dire que si aujourd'hui tu vends. Oui. Si aujourd'hui, on va dire, il y a une maison qui est vendue à 100 000 euros. Ben, l'agent immobilier va réaliser une commission qui est entre 7 et 15%. Bon, sur 100 000 euros, il va prendre combien? C'est difficile à estimer, ça dépend de... 7% de 100 000, c'est facile à faire. Oui, non, mais je veux dire entre 7 et 15% sur une maison à 100 000, il prend combien? Non, parce que sinon, je sais faire des maths. Prends 10% pour... Bon, ouais, 10%, donc l'agent immobilier va prendre 10 000 euros de commission, et nous, sur ces 10 000 euros, on va prendre 1%. Donc, 1% de 10 000 euros. 100 euros. Voilà, on va prendre 100 euros. Parce que Alex a du mal avec les maths. Absolument pas, c'est totalement faux. Mais on a d'autres efficace. canaux de rémunération. On n'utilise pas que ça. Exactement, on a d'autres canaux de rémunération. Ça, c'est notre canal principal, entre guillemets. Maintenant, on en a d'autres. On a certains partenaires avec lesquels on a des business models pré-réglés avec eux. C'est-à-dire, il y a un partenaire, un business model qui est calqué sur lui. Typiquement, je pense à l'un d'entre eux qui fait du coaching et de l'aide pour vendre des biens entre particuliers. Si lui, on fait appel à lui, il nous redonne 30% de ce que lui gagne. Il gagne entre 3 000 et 5 000 euros. On fait le calcul, ça nous fait de l'argent. Non, ça fait, je sais plus, ça fait 500, entre 500 et 700 euros à chaque fois qu'on passe par lui. Sur une location, par exemple, c'est un forfait, c'est 3 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà. Après, il y a. Ça dépend, mais c'est scalable. Comment ça? Oui, non? Sur quel axe? Là, j'étais perdu. Ouais, je me suis perdu. J'ai balancé un mot d'entrepreneuriat que je connais pas vraiment en fait, mais. C'est quand Est-ce que évolues, quoi. La scalabilité en fait, ouais. Pour expliquer simplement la scalabilité, si tu veux, tu peux rester me le tenir. Oui, c'est pour ça que je prenais pas, j'ai pas lâché. Non, oui, donc la scalabilité sur notre projet, elle est assez simple à faire parce que du coup, vu qu'on est sur les technologies, tout ce qu'on a besoin pour aller, par exemple, scalabilité classique qu'on veut faire donc assez rapidement, c'est partir de Bordeaux et s'étendre sur toute la France. Et donc nous, du coup, sur notre business, en gros, c'est hyper simple à faire. Il suffit juste d'avoir des serveurs plus puissants pour être capable d'assimiler plus de connexions simultanées d'utilisateurs. Et plus de partenaires vendeurs. Et plus de partenaires vendeurs, parce que si on n'a pas assez de maisons à vendre, on peut juste pas les vendre. Donc voilà. Mais après, donc Non, c'est juste pour dupliquer, enfin, genre, je sais pas comment pour étendre nos canaux de rémunération à des espaces plus larges. dire. Ouais, en fait, vous dupliquez vos canaux de rémunération, c'est ça que je veux dire. Oui. Oui, en gros, oui. C'est l'idée. Vas-y, essaye d'expliquer parce que là. Alors en gros, on a un modèle, comme je disais, un modèle principal qui est prendre 1% sur chaque vente. Le deuxième truc, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un nouveau partenaire, on s'adapte à ce partenaire pour avoir un business model à chaque fois. Mais ça, c'est le but là-dessus est pas du tout de scaler et d'avoir un jour 10 000 ou 15 000 partenaires. Là, on les rencontre, on se dit, ok, il y a une vraie raison de travailler ensemble, on travaille ensemble. S'il n'y a pas de vraie raison de travailler ensemble, ça fait pas partie de notre stratégie de continuer à accroître ça fait partie de notre philosophie, mais pas forcément de notre stratégie. On se dit pas, il y a tel truc pour le moment qu'on veut avoir. Non, on se rencontre, on dit qu'on peut travailler ensemble, on travaille ensemble. Notre vrai modèle de rémunération, c'est vraiment d'aller vendre, d'aller proposer des maisons aux gens. Si les gens réussissent à vendre leur maison grâce à nous, ils nous donnent 1% de la com qu'ils ont reçue, et puis fin de l'histoire. C'est vraiment ça qu'on essaie de scaler après sur toute la France, sur plus si on peut. Okay. Et sur la Côte d'Ivoire déjà actuellement. Ah oui, est-ce que vous avez levé des fonds d'investissement ou En fait, actuellement, on est en plein dans la phase de levée de fonds, justement. On a possiblement, même très
probablement trouver notre investisseur qui va donc nous aider à démarrer. On va faire ce qu'on appelle un seed. Donc un seed, c'est un fonds d'amorçage, c'est une première levée qu'on fait avec une somme qui n'est pas exceptionnelle, mais qui va juste servir en fait à lancer le premier, à faire l'étincelle qui fasse qu'en fait le projet se lance et le produit sorte et la communication suive et les premiers euros soient réalisés, enfin le premier chiffre d'affaires soit réalisé. Donc voilà, là on en est à ce stade-là. Et bien sûr, après, comme toute start-up, notre objectif c'est de réaliser d'autres levées de fonds avec donc des séries A, B, C, D qui. Si vous voulez qu'on en parle plus, on peut faire. On peut faire un détail là-dessus, mais. Non, attends, c'était une question. Oh là. Allez-y, vous engueulez pas. Est-ce que vous suivez The Family et comment vous êtes formé du coup à tout ce monde-là? Je pense que oui. Alors moi je suis pas de manière très assidue The Family, j'ai déjà regardé certaines de leurs vidéos et ça m'intéresse, mais je regarde des vidéos chez plein d'autres personnes, je me suis formé là-dessus. Déjà moi j'ai fait une école de commerce, donc on est formé, je me suis vachement intéressé à tout ce qui était monde des startups et on avait un parcours à la carte, je vous passe les détails, mais globalement avant de commencer à faire une startup je savais déjà certaines choses. Après on apprend beaucoup sur le tas, on est suivi par un incubateur, donc l'incubateur nous donne tous les conseils parce que eux ils font des levées de fonds toutes les 3 semaines, enfin pas pour eux mais toutes les 3 semaines ils coachent une startup qui font des levées de fonds, donc on est bien accompagné par l'incubateur. En effet j'ai suivi plusieurs vidéos de The Family, j'ai suivi des cours aussi sur edX et Coursera, je sais pas si vous connaissez, plateforme de MOOC en ligne. Donc voilà, après on demande des conseils à des gens qui sont déjà passés par là, on essaie de lire des trucs sur des articles, un peu de tout quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes dans l'entrepreneuriat? Les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est un peu votre sujet sur YouTube. Ah moi j'aime pas du tout. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde, je déteste. Non en fait on est. Ah de toute façon il y aura plein de trucs à couper là. Non, on laisse comme ça. Ah d'accord, ok. Non, alors du coup, les jeunes dans l'entrepreneuriat, on est un peu en plein dedans parce que du coup on est encore étudiants, Alex et moi. Moi, il me reste 4 mois d'entreprise à faire puisque je suis en alternance, donc c'est un peu particulier, mais en gros dans 4 mois je suis diplômé et donc je me mets à 100% sur NOC. Mais ouais, en fait on a aussi en parallèle, même pas qu'en parallèle du projet, mais avec le projet NOC, on fait des vidéos, donc des vlogs toutes les semaines où on essaye de montrer, de prouver que c'est pas parce qu'on est jeune, étudiant et qu'on n'a pas forcément, on gagne pas encore d'argent et qu'on n'a pas encore l'expérience, etc. C'est pas parce qu'on est dans cette situation-là qu'on peut pas entreprendre. Parce qu'entreprendre, au final, c'est juste avoir une idée. Ça peut être une idée mais vraiment très très bête, quoi, qui peut réussir. Parce que là, par exemple, partir de juste une personne qui te dit, moi, écoute, j'ai galéré à acheter et à revendre une de mes maisons. Ensuite, il y a quand même du chemin par rapport à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Donc ouais, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment et qui nous tient vraiment à cœur. C'est d'essayer de montrer que même si on est étudiant, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on n'a pas forcément réussi, on n'a pas forcément lancé un produit qui a fait un buzz. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, quoi. C'est pas que réussir, c'est aussi se casser la gueule très souvent. Et ensuite, mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Donc ouais, Alex. Non, moi je pense que c'est hyper important l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je pense que c'est la meilleure période pour entreprendre. Vous n'avez pas a priori de prêt trop embêtant. Vous n'avez pas de famille qui dépend de vous, qui dépend de vous. Vous avez moins de responsabilités aujourd'hui que dans 20 ans. Donc moi je pense que c'est vraiment pile le bon moment pour entreprendre. En plus aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un moment assez fantastique parce qu'on a la possibilité de tout faire pour quasiment rien. Je veux dire, nous il y a quelques années, si on avait voulu se lancer, il aurait fallu qu'on paye quelqu'un pour faire une intelligence artificielle, ça nous aurait coûté 500 000 €. Pour faire de la pub, on aurait dû tout payer à la main. Pour avoir des locaux, on aurait dû les payer si on les voulait. Aujourd'hui, on n'a rien payé parce qu'on est prêt dans un incubateur et que les locaux sont gratuits. Toute notre com, on l'a géré avec les réseaux sociaux, c'est donc gratuit. On a intégré quelqu'un qui fait de l'IA et qui est docteur à côté en même temps que ses études. Donc voilà, on a pu lancer cette boîte pour 2000 €. Et voilà, si on veut parler chiffres. Et il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça aurait été probablement impossible, je pense. Donc voilà, on est forcément totalement pour et on encourage ce genre de choses. Et notre chaîne YouTube, comme l'a bien dit Ben, c'est aussi pour encourager ça.
Et là où Ben n'en a pas parlé, mais lui il a déjà réussi avec son ancienne boîte, et donc ça prouve que des gens peuvent réussir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc Mink, son ancienne boîte, est une boîte qui tourne toute seule, qui a des salariés. Donc ça veut dire que les jeunes sont capables de créer de l'emploi, sont capables de dynamiser tout ça. Et je pense qu'il faut qu'un maximum de jeunes entreprennent, que ce soit de l'entreprise classique, de la start-up comme nous, ou de l'entrepreneuriat, tel nouveau mode d'entrepreneuriat tel que vous le faites, uniquement sur YouTube, à faire de la création, je sais pas, ceux qui voudraient faire de l'art, ceux qui auraient des idées d'association. L'autre jour on était juste en haut là-bas, il y a une association qui donnait des cours à des enfants, enfin c'était vraiment hyper sympa, ça fait des dynamiques hyper intéressantes. Donc ouais, je peux qu'encourager les jeunes à se lancer un maximum et à faire de belles choses. Ouais, on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, ce qui est très très triste, mais j'en ai que 22 pour l'instant. D'accord. Bon bah c'est bon, il a répondu à la question de l'âge. T'as quel âge? Du coup, T'as quel âge? t'as quel âge? 22 ans. C'est vrai? Non, sérieux? Oui, 22 ans. Ouais. Ah d'accord. J'avais pas du tout pensé ça, mais ok. Et... Moi, j'ai 23 ans. Ok. Tu pensais que j'ai combien? Je sais pas, genre 25, 26. Ah ouais? Vous faites hyper mature, non mais... Ouais, c'est pas si c'est pas du tout méchant. Hein. Tu verras si je me rase. Non mais vous avez non vraiment vous avez une bête de maturité et ouais c'est ouf hein. Pour comparer à des jeunes en fait qui font rien à vos âges. Non mais très honnêtement, un an dans l'entrepreneuriat, moi je peux prendre le début et la fin. Là ça va faire pile quasiment dans un mois, je pense que ça fera un an qu'on a entrepris tout seul. Ça t'apprend 1000 choses. Ouais. Mais vraiment, c'est pas juste une blague. Beaucoup plus vite qu'à l'école. Beaucoup plus vite qu'à l'école. Ouais, parce que c'est plus de la théorie, là, c'est que de la... Exactement. Là, ouais, de toute façon, c'est le baptême du feu à chaque fois que tu vas faire quelque chose. On nous entend là du coup? Ouais. Ouais, On entend. Et voilà, c'est un peu le baptême du feu à chaque fois qu'on va faire un truc. On va faire une présentation à un possible partenaire qu'on veut décrocher. Soit tout va bien, ça fonctionne et le mec dit oui, soit il nous ferme la porte à peine on est rentré dans le truc, ils nous disent bah non, dégagez quoi. Donc du coup, t'apprends du coup à introduire tes discours de façon un peu plus soft. Typiquement pareil pour la levée de fonds. La dernière fois pour la levée de fonds, c'est pareil. La dernière fois, on a rencontré le possible investisseur, celui qui on a rencontré 4 personnes qui seraient des investisseurs potentiels. La personne qui a le plus de chances d'investir chez nous, quand on l'a rencontré, voilà, t'es obligé d'apprendre, t'es obligé d'être mature et quelqu'un qui va te donner une somme conséquente, qu'on dévoilera peut-être plus tard, pas forcément là, mais une somme conséquente, il a pas envie de rigoler avec, parce que lui, il a investi de l'argent, voilà, qu'il a économisé, qu'il a gagné toute sa vie, et du coup, il a pas envie qu'il y ait deux gosses de 22 et 23 ans qui viennent juste dilapider sa fortune. Des retours sur investissement. Ouais, exactement. Donc non, mais par contre ça t'apprend énormément de choses et ça t'oblige à être au niveau tout le temps, et du coup à chaque fois que tu te mets au niveau de quelque chose, t'es dans une phase où après tu peux progresser. Et donc l'entrepreneuriat, surtout si t'as une bonne capacité de remise en question, et t'as une bonne capacité aussi quand tu réussis un truc de te dire il faut que je progresse encore. Si t'as ces deux choses là, c'est-à-dire que quand tu merdes tu te dis je progresse, et quand tu réussis tu te dis je progresse aussi, et ben tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Enfin à chaque fois. Ça me fait penser. Micro, merci. Ça me fait penser au développement personnel. Enfin, ce que tu dis, tout ça, c'est ce qu'on voit dans le développement personnel avec le fait d'échouer, comment on dit, d'échouer, et d'apprendre de ses erreurs, mais vite, tu vois, genre tu t'échoues et tu te relèves aussitôt, tu vois. Qu'est-ce que tu entends exactement par développement personnel? Ok. Du coup, vu qu'on est assez dedans, enfin, genre clairement, c'est notre domaine principal, on va dire ça. En gros, développement personnel, c'est quand enfin, comme son nom l'indique, tu te développes personnellement, mais en mode psychologie positive, genre je sais pas comment expliquer. Moi, je vois plus comme se dépasser à chaque fois. Ouais, se dépasser, genre évoluer et tout constamment, tu vois. Ouais. Et tu gagnes énormément confiance en toi, t'apprends des règles et tout, parce que Enfin, on connaît des amis par exemple qui étaient genre timides ou quoi avant. Même nous, on l'a encore, tu vois. En fait, on s'ouvre en fait. Et voilà, et tu sors ta zone de confort et tout. Et clairement, nous, on n'aurait jamais fait ça si on n'avait pas découvert ce domaine. Donc, ok, voilà. Ouais, je vois bien. Après, vous avez la tchatch naturellement, je crois. Non moi j'ai fait des études de commerce, donc j'étais obligé. Moi, j'ai pas fait du tout d'études de commerce. J'ai fait des études d'informatique, donc j'étais un peu un geek. Il y a encore 5 ans, j'étais même carrément un geek. J'étais incapable de parler avec quelqu'un, je pense, sans rougir, sans rien de tout ça. Mais ouais, donc c'est sur le développement personnel. Avoir j'allais dire une expression qu'il fallait pas dire, mais
y aller, c'est ce qui apprend le plus de choses. J'ai compris. Tu as compris? Voilà, oui. Non, et donc, et en plus, ça, le fait de justement, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, bah, c'est dans ces moments-là en fait que tu te sens le plus vulnérable, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'en étant le plus vulnérable, bah, tu te développes le plus parce que du coup, la timidité elle disparaît puisque tu te retrouves tout seul face à des situations. Faut juste prendre un peu de recul et se dire, bah écoute, si tu es dans une situation comme ça, c'est que de ta faute, et donc du coup, il faut que tu t'en sortes toi-même, et c'est comme ça que tu te développes, quoi. Par contre, ouais, pour le coup, sur la positivité, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce que tu as dit, c'est le côté positif. C'est vraiment hyper important d'être ultra positif, sans se voiler la face non plus, mais d'être ultra positif dans l'entrepreneuriat parce que, et je vous le souhaite pas, mais il se peut que cette série de vidéos que vous êtes en train de faire ne fonctionne pas. Il est possible qu'elle mette, non, je vous le souhaite pas, qu'elle mette plus de temps à fonctionner que prévu. Il faut jamais lâcher. Nous avec nos vlogs, ils mettent du temps avant d'éclore. La boîte, elle a mis du temps avant de réussir à convaincre des gens. Là, on est dans une phase où elle commence à convaincre quasiment à chaque fois qu'on va voir. On a mis du temps à être pris dans un incubateur. La première fois qu'on allait pitcher dans un incubateur, qu'on allait taper à la porte d'un incubateur, ça n'a pas marché du tout. Il s'avère qu'à la fin, en fait, l'incubateur dans lequel on est en ce moment est carrément venu nous chercher grâce au premier pitch justement qu'on avait fait dans un incubateur. Bref, il y a des trucs que vous ratez, mais il faut toujours garder le côté positif et ne jamais abandonner. De toute façon, c'est sur le long terme que vous allez finir par gagner. Et puis, on sait jamais aussi... Merci. On sait jamais, c'est ça, enfin, genre, quand vous avez fait votre premier pitch, donc vous n'avez pas eu l'incubateur que vous auriez voulu, mais vous avez eu l'autre, c'est ça, enfin... Non, en fait, c'était plus tard. C'était beaucoup plus tard, c'est même pas un incubateur qu'on voulait, on était allé dans un incubateur vraiment pour pitcher au petit bonheur la chance. Ouais. On s'était même pas vraiment on s'est même pas focus dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'était juste histoire de présenter le projet parce qu'on était dans la dynamique de parler un maximum de notre projet. Exact. Donc du coup, on y est allé dans cette optique-là. Et donc on a fait speech, et c'était quand? C'était il y a peut-être 8 mois, peut-être 6 mois, 8 mois. Au moins, ouais. Sauf que du coup, la personne à qui on a pitché a retenu le projet. Et un jour, il y a eu l'incubateur dans lequel on est aujourd'hui qui a ouvert sur le thème de l'immobilier. Et donc du coup, ils se sont dit, nous on a entendu un pitch il y a quelques mois qui parlait de ça, allez-y, contactez-les, essayez de les voir, quoi. Alors qu'à l'époque, on était entre guillemets pas au niveau, et ils nous avaient dit, et je comprends très bien, on pense que vous n'êtes pas encore au niveau pour rentrer dans notre incubateur, donc revenez plus tard ou on verra. Mais par contre, quand on a été au niveau, comme par magie entre guillemets, il nous a renvoyé vers l'autre incubateur, et ça a été hyper cool de sa part et on le remercie encore. Et on a fini par être pris dans un incubateur sans même avoir à faire toute une phase où on a postulé, tout sur la chose. Ok. Non, mais ce que je voulais dire en fait, mais j'arrive pas à m'exprimer, c'est... Ça, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, je pense que sur ce point-là, on s'entend bien. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Enfin, c'est pas parce qu'on fait une conférence, par exemple, et que ça marche pas, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous repérer dans la salle ou quoi. Exactement. C'est ça que je voulais dire. En fait, du coup, c'est le fait d'être positif, tu vois. Genre, tu te dis, mais c'est pas grave, je tente le coup, et même si ça marche pas, peut-être que quelqu'un m'a repéré. Ou... C'est comme ça que ça marche. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours parler de vos projets à un maximum de gens. C'est l'idée. C'est t'en parles à tout le monde. Sur les 120 personnes, les 100 personnes à qui tu vas présenter, t'en as 80, ils vont peut-être ils vont dire ok, c'est cool, continue. Et t'as les autres 20% qui vont garder le truc en tête et qui, dès qu'ils auront la possibilité de le glisser à quelqu'un d'autre qui rencontre les mêmes problématiques que vous ou ce genre de choses, ils vont dire écoute, moi j'ai rencontré ces filles-là, elles font des vidéos, tu devrais aller voir et tout, c'est sympa. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Clairement, les gens n'hésiteront pas à vous recommander. Souvent on pense que les gens ils s'en foutent ou limite ils vont pas vous recommander, ils vont se foutre de vous. C'est pas vrai, il y en a qui vont le faire, ça arrivera. Moi je me souviens de jours pour démarcher des agences immobilières un peu compliqués, mais bon bref. Mais la plupart des gens, ils vont vous... Même s'ils ne le montrent pas dans un premier temps, en fait, ils vont vous garder en tête, ils vont essayer de vous aider. Et le jour où il y aura besoin de mettre un like, un partage, de vous recommander à un de leurs potes, de vous ouvrir une porte ou quoi que ce soit, ils le feront. Et n'hésitez pas à aller voir les gens pour leur demander quelque chose. Souvent, vous les faites pas chier. Vous pouvez aller voir quelqu'un et lui dire « Écoutez, j'ai besoin de tel conseil, je sais pas comment faire. » Même si vous le connaissez pas très bien, la plupart du temps, et ça on l'a fait des dizaines de fois, les gens vont vous écouter, vont vous dire ok, voilà comment il faut faire. Ou j'ai vu que vous connaissiez telle personne, est-ce que vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît, ce serait hyper important pour nous. Les 3 quarts du temps, la personne va vous dire oui.
Il peut vous dire non, ou il peut vous dire c'est compliqué, mais dans tous les cas, il vous dira rarement mais pour qui tu te prends, je vais te fermer toutes les portes. Se sentir utile de toute manière. Exactement. C'est vrai. Ouais. Bon, et après D'autres questions Euh, Vous avez oui, 15 questions. Je sais pas ce que j'ai écrit là. Attends. Si vous Euh, aviez le choix de faire votre start-up en France ou aux États-Unis ou ailleurs, vous choisirez quel pays? En fait, si on vous aviez donné, enfin, en gros, si il y a un globe là et vous dites, ok les gars, on s'implante tout, et ben, genre, quel pays vous auriez choisi? Ah ouais, carrément. Allez-y, servez-vous. Merci. Merci. De rien. Hashtag l'obésité. Bon là, Oui. je recommence, je pense, non? Dans quel pays on voudrait s'implanter? Oui. Dans quel pays vous... Est-ce que la France ça vous convient? Est-ce que vous auriez voulu inverser ou changer des choses ou je sais pas. La question c'est quel pays on aimerait ouvrir une fois que la France ça a marché, Non. ou Ah, est-ce que bon. si on avait... Non, c'est moi qui ai mal. Non, Non, c'est- c'est hyper bien dit. Bon, en gros, on change de pays. on met une map monde là. Et on dit, tu dois lancer NOC. Là, NOC, on l'a lancé nulle part encore. On l'a lancé nulle À part partir pendant... de quel pays on Ouais. commence? On voudrais parle- où? Genre Dans quel pays tu France. voudrais On te dit là, t'es obligé de entreprendre? choisir un pays là. Ouais, là, c'est ça en fait. Dans Dans quel pays tu veux entreprendre? La question trop simple. Mais genre, si t'avais pas la France d'imposer, tu Ouais, ouais. Alors, t'es pas né en France. si j'étais pas né en France, si j'étais un citoyen du monde, si j'étais un citoyen du monde et qu'on me demandait, écoute, là j'ai une idée de boîte, faut qu'on le commence quelque part, mais on le commence où? Et ça comprend aussi toute la partie monter la boîte. Oui. Vous êtes libre. Même se former. Alors où est-ce qu'on fait ça? Est-ce que la France ça vous convient bien? Alors la France c'est cool, hein. La France pour entreprendre c'est cool. Il y a, bon, C'est vraiment de mieux en mieux. niveau administratif, il y a quand même encore 2-3 trucs où c'est un peu long. Mais non. Mais dans l'idée c'est cool. Après, si vous voulez de la rapidité, c'est sûr qu'il ne faut pas rester ici. De la rapidité dans tout ce qui est administratif, vous allez en Californie, vous allez même en Angleterre, ça va beaucoup plus vite. En France, pour déclarer une boîte, il faut, une fois que le dépôt des statuts et toutes ces choses sont faites, il faut au minimum 2 semaines. Vraiment minimum. Tu vas en Angleterre, tu vas à Londres, une boîte, tu peux la déclarer, en 24 heures, c'est fait. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est un peu mieux. Et au niveau, je dirais, networking et donc développement d'un business, la Silicon Valley, c'est monstrueux. J'y ai passé 6 mois presque. Et quand tu vas là-bas et que tu te rends compte que tu parles à un mec qui est chez Tesla, tu parles à un mec qui est chez Facebook, chez Google, en une soirée, tu échanges avec les GAFA, quoi, au final, avec les plus grosses boîtes. Et tu te rends compte que le réseau là-bas, tu te le fais mais 15 fois plus vite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Après, si on veut parler d'opportunités, et pour le coup là on en sait quelque chose, il y a l'Afrique. Nous on est à la fois en France et en Côte d'Ivoire. Donc on va lancer la bêta sur Bordeaux et Abidjan. Donc voilà, on est binational parce que tout simplement là-bas il y a un énorme marché immobilier et une partie de l'équipe, et on a aussi une partie de l'équipe qui est ivoirienne. Donc de Joël qu'on salue s'il voit ça. Et donc l'Afrique est aujourd'hui pleine d'opportunités, c'est probablement l'endroit du monde où il y a le plus d'opportunités, donc à regarder de très près. C'est plutôt un conseil que vraiment, est-ce qu'on irait directement se lancer là-bas si on n'avait pas été ici? Je sais pas, mais en tout cas, grosse opportunité là-bas. On va aussi regarder rapidement nous le marché indien, étant donné que je vais en Inde à partir de septembre pour finir mes 3 derniers mois d'études. On va regarder le marché indien de très près. Et du coup, la dernière question. Comment vous vous faites connaître? Ça... Comment on se fait connaître? Ouais, comment vous avez commencé à vous faire connaître? Comment on Je s'est crois que vous l'avez connaître, un peu dit, non? Ouais, on a eu la chance de passer dans Voici. Ah ouais, vous avez payé, non? Pour- Ouais. Non, ouais. Et Ben avait fait les anges, les anges 4, donc... Ah merde! Voilà, on se fait connaître par des moyens un peu originaux. Non, alors globalement, on utilise 99,9% de réseaux sociaux. Quand on est donc on est sur Facebook, on est sur Twitter, on a un vlog YouTube qui est une chaîne YouTube avec un vlog qui est probablement le truc le plus original en termes de com qu'on ait fait. Sachant que donc, toutes les semaines on fait une vidéo pour suivre l'avancement du projet, et on est enfin sur Instagram où on a un compte Instagram où on essaye de publier au maximum au moins une photo tous les jours. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être bon sur les réseaux sociaux. Mais on essaye aussi beaucoup de se faire connaître via tous les événements donc locaux. Ouais, exactement.
En réel, du coup, C'est ça, en physique. En vrai, on va donc à beaucoup d'événements qui se passent souvent donc, en afterwork. Donc après 18h, il y a beaucoup de soirées à Bordeaux où l'idée c'est du réseau, c'est de présenter son projet, c'est d'échanger autour d'un verre sur le projet, sur à peu près tout. Et donc du coup, comme avec ce genre de truc, tu te fais connaître d'abord sur Bordeaux et tu te rends compte qu'au final, les gens qui sont sur Bordeaux, ils connaissent un mec sur Paris qui fait telle chose ou telle chose, et c'est là que tu arrives à donc échanger. Par exemple, on a rencontré le président d'une start-up, d'une nouvelle start-up française qui s'appelle Lissi, qui est sur l'immobilier et qui est à Paris. Mais on l'a rencontré lors d'un événement à Bordeaux pour lequel il venait, auquel on avait été invité parce qu'on est dans l'immobilier. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez d'autres startups dans l'immobilier? Oui. Ou, voilà. Alors oui. Beaucoup, oui, on bosse d'ailleurs avec elle. Ouais, alors nous on est sur la recherche immobilière vraiment sur le cœur de la recherche, quoi. Et des startups qui font ça, il y en a quelques-unes, notamment lesquelles on peut citer Pinpo à Paris, à Bordeaux qui fait ça, CityGeo qui fait de la recherche aussi, avec qui on travaille. Et il y a plusieurs boîtes qui sont sur ce secteur-là. Après, il y a plein d'entreprises, de startups qui se mettent sur notamment les services qu'on peut trouver autour de l'immobilier. Par exemple, il y a une startup à Paris qui s'appelle Domoskit. Ils sont à Paris, je me trompe pas. Ouais. Qui s'appelle Domoskit et en gros qui s'occupe juste de faire votre portage de lignes téléphoniques, EDF, gaz, etc. Qui vous fait le portage des lignes lorsque vous déménagez. Tous ces services-là qu'on peut trouver, on travaille avec ces startups et au final on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Sur Bordeaux déjà, là dans l'incubateur dans lequel on est, c'est l'Imotech qui prime. Et donc du coup on est déjà 6 entreprises, 6 startups à travailler dedans. Donc déjà sur Bordeaux on sait qu'il y a au moins 6 startups dans l'immobilier, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que ça. Du coup vous collaborez aussi. On collabore avec On collabore avec nous, on est très ouvert à la collaboration globalement et on ne veut pas se mettre dans une position de concurrent direct, donc c'est inutile. Et d'ailleurs on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas cette problématique dans le sens où la manière dont on aborde la recherche, il n'y en a pas qui le font actuellement et encore moins qui le font avec la même techno que nous. Donc là-dessus on a une différence qui est bien claire, bien établie, donc là-dessus on n'a pas de problème. Après, même s'il y a des gens qui font de la recherche, comme disait bien Ben, CityGeo, on collabore avec eux, alors que théoriquement, si on avait été, passez-moi le mot, con, on aurait pu on aurait pu les considérer comme des concurrents. Voilà, comme des concurrents, alors que c'est pas du tout le cas. On est complémentaires au final. C'est comme ça on est carrément complémentaires, ouais. C'est l'idée. Ok, et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et tout, même si on va mettre le lien dessus. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, comme je les ai cités tout à l'heure, les 4 sur lesquels on est, c'est Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Ouais. Bon, sur LinkedIn aussi, mais je pense que ça intéressera moins l'audience d'aller voir exactement qui est un employé de la boîte, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Mais si vous voulez, sur LinkedIn aussi. Donc, peut-être qu'on passera les liens ou tu veux que je les cite? Non, on les mettra en barre d'infos, mais et vous avez une application, Alors non, en fait c'est pas une application, c'est une appli web. Donc c'est sur un site web, mais tu peux y aller sur ton téléphone et ce sera pas tout moche et dénaturé, c'est responsive. Donc voilà. Et ce sera très rapidement un bot directement sur Facebook. Donc tu pourras faire ta recherche immobilière sans avoir à sortir de Facebook. Comme si tu parlais à un pote. C'est l'idée. Exactement. Bah c'est bon. Et voilà. Bah merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, c'était super complet, ouais, intéressant. Bah, du coup, à bientôt. Au revoir. Ouais, salut.